Le paradis, épisode 6, première partie. Avona, l'antichambre de l'éternité. Chers auditeurs, je vous salue. Dans cet épisode de Mythes et légendes, nous allons aborder un sujet exceptionnel. Un sujet qui accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Un sujet qui traverse les religions, les philosophies, les mythes, les rêves et les espérances de milliards d'êtres humains. Le paradis. Depuis que l'homme enterre ses morts, il se pose les mêmes questions. Que devient-on après la mort? Existe-t-il une destination ultime? Un lieu où les souffrances cessent enfin? Un endroit où les questions trouvent leur réponse? Ou bien sommes-nous simplement une étincelle fugace, perdue dans l'immensité du cosmos? Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Mais aujourd'hui, nous allons explorer l'une des visions les plus fascinantes jamais proposées sur ce sujet. Et avant même de parler du paradis, une précision s'impose. Pourquoi cet épisode est-il divisé en deux parties? Parce qu'avant le paradis lui-même, il existe un lieu fascinant. Un lieu totalement inconnu des hommes. Un lieu dont aucune grande tradition religieuse ne parle. Un lieu que ni les prophètes, ni les mystiques, ni les philosophes n'ont décrit. Un lieu évoqué avec une précision étonnante dans un ouvrage paru il y a un siècle environ. La cosmogonie d'Urantia, un ouvrage sans auteur, d'origine non humaine. Ce lieu porte un nom, Avona, et c'est là que commence notre voyage. Ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure savent déjà que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Selon les révélateurs, nous vivons dans l'un des 7 super-univers évolutionnaires du temps et de l'espace. 7 domaines gigantesques regroupant 7000 milliards de mondes habités ou destinés à l'être. Rien que cela donne déjà le tournis. Et pourtant, ce n'est que le début. Au centre de cette création immense se trouve Avona. Un univers parfait, éternel, sans commencement, sans fin. Je vais essayer de rendre cela un peu plus concret. Imaginez un fruit, une pêche par exemple. Coupez-la en deux en laissant le noyau. Vous obtenez une perspective du maître univers que nous décrivent les révélateurs. Oui, je sais, nous parlons du paradis et je vous parle dessert. Mais faites-moi confiance. Cette délicieuse chair représente les 7 super-univers, avec ses 7000 milliards de planètes. Cette immense création que nos astronomes observent avec leurs puissants télescopes. Les galaxies, les étoiles, les nébuleuses, les milliards de planètes où la vie intelligente est apparue, existent actuellement ou apparaîtra un jour. Nous sommes quelque part dans ce cytoplasme cosmique. Maintenant, regardez le noyau de ce fruit. Le jaune représente Avona, le colossal univers central et éternel. Et au cœur même de ce noyau se trouve une réalité encore plus extraordinaire, invisible, intemporelle, non assujettie au temps ni à l'espace. Le paradis. Bon, je reconnais volontiers que ce n'est probablement pas l'image la plus élégante jamais utilisée pour décrire l'architecture cosmique. Mais au moins, tout le monde visualise. Ajoutons maintenant un détail. Votre imagination va être mise à l'épreuve. Prenez votre demi-fruit et imaginez-le au centre de la Lune. C'est fait? Vous imaginez l'ensemble? Cette gigantesque étendue autour de votre fruit représenterait les niveaux d'espace extérieur dont parlent les révélateurs. 4 niveaux d'espace actuellement en préparation, dont les dimensions ne veulent plus rien dire. Des régions tellement vastes qu'elles défient notre imagination, là où quasi rien n'existe. Presque rien. Des espaces appelés, selon ces révélateurs, à accueillir un jour d'innombrables galaxies et d'innombrables formes de vie. Franchement, rien que d'essayer de visualiser cela donne la migraine. Parfois, lorsque je contemple ces descriptions, je me sens comme une fourmi essayant de comprendre le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Et dire que certains pensent encore que tout se résume à une petite explosion initiale survenue il y a quelques milliards d'années seulement, le fameux Big Bang. Je trouve que cette affirmation commence à sentir la naphtaline, vous ne trouvez pas? Mais heureusement, certains grands noms de l'astrophysique avaient une vision beaucoup plus élargie que celle de leur télescope. Merci, Monsieur Reeves. On ne vous oubliera jamais. Mais revenons à Avona. Car c'est là que se poursuit notre destinée. Avona est un univers absolument unique. Contrairement au monde que nous connaissons,
Il n'est pas né d'un long processus d'évolution. Il a toujours existé. Il est parfait. Il est éternel. Les révélateurs le décrivent comme le noyau éternel autour duquel gravite le flux du temps des univers de l'espace. Cet univers central comprend 1 milliard de mondes. Oui, vous avez bien entendu. 1 milliard. Et chacun de ces mondes est artificiel, parfait et conçu pour remplir une fonction précise. Lorsque j'ai découvert cette réalité, pour la première fois, je me suis demandé combien de vies il faudrait pour visiter tous ces mondes. Puis je me suis souvenu que nous parlions justement d'éternité. Dans Avona, le temps lui-même y possède une signification différente. Les révélateurs nous donnent une précision qui ferait sourire n'importe quel horloger suisse. Un jour sur Avona correspond approximativement à 1000 années terrestres. Pas mal comme changement de rythme. Chez nous, nous nous plaignons lorsqu'une réunion dure 2 heures. Là-bas, les perspectives sont légèrement différentes. Imaginez annoncer à votre entourage « Je reviens demain » et rentrer 3000 ans plus tard. Autour de Avona circulent également d'immenses masses de gravité obscures. Des corps mystérieux qui ne réfléchissent pas la lumière, qui ne l'absorbent pas davantage, et qui dissimulent totalement l'univers central au regard des mondes extérieurs. Je reconnais volontiers que certains astrophysiciens pourraient avoir besoin d'un café très fort après avoir entendu cela. Ou même 2. Mais poursuivons. Une idée revient constamment dans les descriptions de Avona. La perfection. Non pas une perfection figée, non pas une perfection froide, une perfection vivante, une perfection harmonieuse, une perfection en mouvement. Selon les révélateurs, le mal n'y est jamais apparu. Aucune rébellion, aucune corruption, aucune faute, aucun tribunal, aucune prison, aucun gouvernement au sens où nous l'entendons. Pourquoi ? Parce que les habitants de Avona n'ont jamais éprouvé le besoin de transgresser les lois de leur univers. Je vous vois sourire. Franchement, si seulement nous pouvions importer ne serait-ce qu'1 pour 1000 de cette façon de fonctionner sur notre petite planète, nous ferions déjà un bond spectaculaire dans l'harmonie de gestion d'une planète. Rassurez-vous, j'ai vérifié un point essentiel. Les casquettes rouges semblent effectivement interdites là-bas. On n'est jamais trop prudent. Continuons. Les êtres spirituels n'habitent pas un espace nébuleux. Ils ne demeurent pas dans les mondes éthérés, comme nous le suggère la pléiade de mystiques en tout genre. Ils sont domiciliés sur des sphères réelles de nature matérielle, des mondes tout aussi physiques que ceux où nous vivons. Les mondes de Avona sont littéralement réels. Aucun des êtres physiques de l'univers central ne serait visible pour nous, humains. Nos sens très limités ne seraient aucunement excités par l'environnement sur Avona. Si nous pouvions être transportés sur cet univers central, nous serions sourds, aveugles et complètement dépourvus de toute autre réaction sensorielle. Nous ne pourrions vivre que comme des êtres limités conscients de soi, mais privés de tout stimuli venant de notre entourage. Pas simple à admettre, pour nous simples bipèdes à peine sociabilisés, prêts à allumer à tout moment un bûcher, mais on a du potentiel, nous disent-ils. Ils ont de l'humour. Avona est un univers spirituellement parfait. Les révélateurs nous disent « Nous supputons que l'intervention du mal y est impossible, mais en cela nous nous appuyons sur le fait que les natifs de Avona, doués de libre arbitre, n'ont jamais été coupables de transgresser les directives de leur créateur. De toute éternité, ces êtres célestes ont été constamment loyaux. Le mal n'est jamais apparu non plus chez aucune créature entrée comme pèlerin à Avona, comme certains parmi nous dans des âges lointains. Il n'y a jamais eu d'exemple d'inconduite chez aucune créature, ni aucun groupe de personnalités créées ou admises dans l'univers central de Avona. Les méthodes et moyens de sélection sont si parfaits et divins qu'aucune erreur ne s'est jamais produite dans l'histoire de Avona. Nulle faute n'y a jamais été commise. Nulle âme ascendante, comme nous, n'a jamais été admise prématurément dans l'univers central. Franchement, ils pourraient nous donner un tuyau pour mettre en place, chez nous, une infime fraction de leur façon de procéder. Vous ne trouvez pas ? On en a sacrément besoin par les temps qui courent.
Ah, ce fichu libre arbitre. Le milliard de mondes de Havona constitue également une immense université cosmique. Une université dont les dimensions dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. C'est là que les créatures ascendantes, venues des mondes évolutionnaires, poursuivent leur apprentissage. Autrement dit, nous. Après les mondes des maisons, après les sphères de progression, après les longues étapes de notre ascension spirituelle, nous atteindrons finalement les circuits de Havona. Nous avancerons alors de monde en monde, de découverte en découverte, de compréhension en compréhension, jusqu'à nous approcher progressivement de la perfection. Chaque planète devient une école, chaque expérience devient un enseignement, chaque rencontre ouvre de nouveaux horizons, et lorsque nous pensons avoir compris quelque chose, une nouvelle merveille apparaît. Les révélateurs insistent sur ce point. La monotonie n'existe pas à Havona. L'émerveillement est permanent. La découverte est permanente. L'aventure est permanente. Et cela me parle profondément. Car regardons-nous honnêtement. Pourquoi explorons-nous l'espace? Pourquoi voyageons-nous? Pourquoi cherchons-nous à comprendre? Pourquoi passons-nous des nuits à observer les étoiles ou à nous interroger sur notre destinée? Pourquoi les enfants posent-ils sans cesse des questions? Pourquoi les chercheurs consacrent-ils leur vie à résoudre des énigmes? Pourquoi certains d'entre nous ressentent-ils cet étrange appel vers l'inconnu? Parce que la curiosité fait partie de nous, parce qu'elle a été placée en nous. Et selon les révélateurs, ce n'est pas pour nous frustrer. Ce n'est pas pour nous faire tourner en rond sur notre petite planète bleue pendant quelques décennies. C'est pour nous préparer à une aventure qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Lorsque les pèlerins du temps parcourent les circuits de Havona, leur étonnement ne cesse jamais. Chaque monde, chaque expérience apporte quelque chose de nouveau. Chaque étape élargit leur compréhension de l'univers et de ses mystères. Et plus ils avancent, plus ils découvrent que l'éternité n'est pas une répétition. Ce n'est pas une boucle sans fin. Ce n'est pas une existence figée dans une perfection immobile, comme le laissent suggérer certains écrits. C'est une succession infinie de découvertes, une progression sans limite, une aventure qui ne s'épuise jamais. Peut-être est-ce là la plus belle révélation de toutes. La mort n'est pas une fin. Elle n'est même pas un arrêt. Elle est simplement un passage obligé pour d'autres horizons. Elle est le début d'un voyage, le commencement d'une aventure dont notre vie terrestre ne représente que les premières pages. Et quelles pages? Avec nos joies, nos peines, nos erreurs, nos réussites, nos questions, nos espoirs. Tout cela pourrait n'être que la préparation d'un chapitre infiniment plus vaste. J'aimerais conclure avec l'une des pensées les plus inspirantes du livre d'Urantia. L'amour de l'aventure, la curiosité et la peur de la monotonie n'ont pas été placés en vous simplement pour vous agacer durant votre très bref séjour sur Terre, mais pour vous suggérer que la mort n'est que le commencement d'une carrière éternelle d'aventure, un voyage sans fin de découverte. Je trouve cette idée profondément réconfortante. Peut-être qu'au fond, la récompense ultime n'est pas simplement d'atteindre le paradis. Peut-être que la véritable récompense est le voyage lui-même. Une haute personnalité suprahumaine nous dit ceci. Lorsque vous êtes sur le point de quitter Havona pour le paradis, mais que votre compagnon de route n'a pas réussi à l'examen de passage, il vous est demandé si vous souhaiteriez retourner, avec lui, recommencer partiellement l'ascension du paradis. Tous, unanimement, souhaitent retourner effectuer une nouvelle ascension, mais cela ne leur est pas autorisé. Plus tard, ils retrouveront leur compagnon d'aventure. Cette immense aventure a commencé sur une jolie planète bleue perdue dans l'espace. Une aventure qui nous conduit de monde en monde, de révélation en révélation, jusqu'aux portes mêmes de l'éternité. Et je dois vous l'avouer, rien que pour découvrir Havona de mes propres yeux, j'ai déjà hâte d'y être, pas vous? Dans le prochain épisode, nous tenterons l'impossible, d'écrire ce qui ne peut être décrit, le paradis. D'ici là, que la connaissance soit avec vous, votre dévoué. N'oubliez pas les gestes habituels que mes podcasts adorent. Prochain rendez-vous le 20 juillet.